Bienvenue à la série 14 de physique concernant le mouvement des satellites et des planètes. J'ai choisi quelques exercices des examens de baccalauréat pour illustrer cette leçon. Commençons par l'exercice 1. L'énoncé de l'exercice: la connaissance du mouvement des satellites autour de la Terre et du mouvement de la Terre autour du Soleil permet de comparer ms, la masse du Soleil, avec mt, la masse de la Terre. Ça veut dire en connaissant le mouvement d'un satellite autour de la Terre et celui de la Terre autour du Soleil, on peut comparer la masse du Soleil à celle de la Terre. C'est l'objet de cet exercice. Les données de l'exercice: on considère que le rayon de l'orbite d'un satellite géostationnaire de masse petit m dont le référentiel géocentrique est R égale 4,22 10 puissance 4 km. Il s'agit d'un satellite géostationnaire, ça veut dire qu'il a une période égale à celle de la Terre. Il tourne autour de la Terre en 24 heures. La période orbitale du mouvement d'un satellite artificiel autour de la Terre est T. On appelle la période de ce satellite grand T. La période orbitale du mouvement de la Terre autour du Soleil dont le référentiel héliocentrique est T 365,25 jours. T indice grand T, c'est la période de la Terre autour du Soleil. Le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil est RT égale 1,496 10 puissance 8 km. C'est le rayon du cercle que fait la Terre autour du Soleil. La période du mouvement de rotation de la Terre autour de son axe polaire est T0 égale à 24 heures. N'oublions pas que 24 heures, c'est aussi la période du satellite géostationnaire. Donc je peux dire que T égale à T0. G est la constante d'attraction gravitationnelle et on considère que la Terre et le Soleil ont une distribution sphérique de masse. Nous négligeons l'effet des autres planètes sur la Terre et le satellite artificiel. C'est-à-dire, lorsque j'étudie le mouvement du satellite autour de la Terre, je néglige l'action des autres planètes et même du Soleil sur le satellite. Et lorsqu'on étudie le mouvement de la Terre autour du Soleil, on néglige l'influence des autres planètes sur la Terre. Cet exercice est commun aux élèves de sciences maths et aux élèves de sciences expérimentales option PC. Commençons par la première question. Montrer que le mouvement du satellite artificiel est circulaire uniforme dans le référentiel géocentrique. En déduire l'expression de la période T en fonction de G, la masse de la Terre et le rayon de l'orbite du satellite. C'est une question classique dans la leçon du mouvement des satellites et des planètes. Donc la méthode qu'on va utiliser sera la même dans tous les autres exercices, c'est la même question est demandée. Premièrement, le système étudié c'est le satellite. Il n'est soumis qu'à l'action d'attraction gravitationnelle de la part de la Terre. Donc on peut dire que le satellite est soumis à l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre. D'après le cours, cette force a l'expression suivante. La force exercée par la Terre sur le satellite égale G, la constante gravitationnelle, la masse de la Terre fois la masse du satellite sur R au carré, c'est la distance entre le satellite et le centre de la Terre. Le vecteur n, c'est un vecteur dirigé vers le centre de la Terre. C'est le vecteur normal de la base de Fresnel. Si je prends ça sur un schéma, la Terre elle est au centre, le satellite effectue une trajectoire circulaire de rayon R, il est soumis à une force d'attraction gravitationnelle vers le centre qui est collinéaire avec n, le vecteur normal. Donc après avoir déterminé les forces exercées sur le système étudié, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc on applique la deuxième loi de Newton au satellite dans un référentiel, cette fois-ci géocentrique, et qui est considéré comme galiléen. Ceci veut dire la somme des forces égale à ma. Et la somme des forces, il n'y a que cette force, F. Donc, sigma des forces extérieures égale à ma veut dire que F, c'est-à-dire cette force Ft sur S, qui est égale à G, mt, m sur r au carré n égale à ma. On simplifie par la masse du satellite, j'obtiens l'expression de l'accélération. On constate que l'accélération A, il était aussi dirigée vers le centre. C'est une accélération centripète. Donc la première conclusion, c'est que l'accélération est centripète. Comme conséquence, la projection de A sur le vecteur unitaire U, c'est-à-dire A tangentiel, elle est nulle. Et si A tangentiel est nul,
ça veut dire que la dérivée de la vitesse est nulle. Cela veut dire que la vitesse est une constante. Donc, dire que l'accélération est centripète veut dire toujours que l'accélération tangentielle est nulle. Et une fois l'accélération tangentielle est nulle, donc la vitesse est une constante. Donc, le mouvement maintenant, il est uniforme. Dorénavant, la trajectoire était circulaire. Donc, je peux dire ici que le mouvement est circulaire uniforme. Mais on peut montrer aussi qu'il est circulaire en calculant le rayon de cette trajectoire. Si c'est un rayon constant, donc la courbe qui a un rayon de courbure constant, c'est un cercle. S'il n'est pas constant, la trajectoire n'est pas circulaire. Donc, puisque A tangentielle est nulle, donc A égale à A normal. Ça veut dire GMT sur R au carré, c'est cette expression, égale l'expression de A normal, c'est V au carré sur R. En simplifiant par R et en déterminant l'expression de R, on trouve GMT sur V au carré. G, c'est la constante gravitationnelle. La masse de la Terre, MT, est constante. La vitesse, on vient de montrer qu'elle est constante. Donc, le rayon de courbure de la trajectoire est une constante. Si le rayon de courbure de la trajectoire est une constante, alors la trajectoire, elle est circulaire. Puisque la trajectoire est circulaire et la vitesse elle est constante, on peut dire que le mouvement il est circulaire uniforme. Donc, chaque fois qu'on va nous demander de montrer que le mouvement est circulaire uniforme, on va utiliser cette méthode. Et vous allez voir dans les exercices qui suivent qu'on fait que du copier-coller de cette méthode dans les autres exercices en changeant seulement les notations si c'est nécessaire. Maintenant, pour l'expression de la période t. Je pars de l'expression de R pour trouver l'expression de V. Ça, c'est la vitesse du satellite sur sa trajectoire. On sait que la période t, c'est de pi sur oméga. Je remplace oméga par V sur R, ça me donne cette expression. Remplaçant V par la relation racine GMT sur R, on trouve t égale 2 pi R. 1 sur V, c'est l'inverse de cette expression, c'est R sur GMT. Donc, j'en déduis que la période t, en faisant entrer R à l'intérieur, ça fera 2 pi R au cube sur GMT. C'est l'expression demandée en fonction de G, MT et R. Passons à la deuxième question. La troisième loi de Kepler pour le mouvement d'un satellite artificiel autour de la Terre s'écrit T au carré sur R au cube égale à K, où K est une constante. Déterminer l'expression de K en fonction de MT et G. Je vais partir de cette troisième loi de Kepler, c'est-à-dire T au carré sur R au cube égale à K, et je vais essayer d'écrire T au carré sur R au cube pour mon satellite avec les relations trouvées dans la question 1. Auparavant, l'expression de la période est T égale 2pi racine de R au cube sur GMT. En élevant au carré et divisé par R au cube, je trouve 4pi au carré sur GMT. Donc, en comparant cette relation T au carré sur R au cube de cette ligne et la loi de Kepler, par identification, on trouve que K, c'est 4pi carré sur GMT. C'est l'expression demandée K en fonction de MT et G. Dernière question, trouvez l'expression de la masse du Soleil sur la masse de la Terre en fonction du rayon du satellite autour de la Terre, le rayon de la Terre autour du Soleil, la période de la Terre autour du Soleil et la période du satellite autour de la Terre, et calculer sa valeur. Pour cela, je vais réécrire la troisième loi de Kepler pour la Terre et pour le satellite. Donc la Terre a un mouvement circulaire uniforme autour du Soleil. Alors d'après la troisième loi de Kepler, on aura T au carré sur R au cube égale à 4pi carré sur G, la masse du Soleil. Parce que la masse qui se trouve dans la constante, c'est la masse de l'astre central. C'est la masse de la planète autour de laquelle tourne le satellite, ou bien la masse de l'étoile autour de laquelle la planète tourne. Donc, T au carré de la Terre sur R au cube de la Terre, c'est-à-dire la période de la Terre autour du Soleil sur le rayon de sa trajectoire, égale la même constante 4pi carré sur G, mais au lieu de la masse de la Terre, c'est la masse du Soleil. Ici, la Terre tourne autour du Soleil, donc on va mettre la masse du Soleil.
Ici, le satellite tourne autour de la Terre. Donc, je vais mettre ici la masse de la Terre. En divisant cette expression, T au carré de la Terre sur R au cube de la Terre sur la même expression ici, on trouve T au carré sur R au cube, cette expression, c'est-à-dire 4pi carré sur GNT, sur T au carré sur R au cube de la Terre, ça fera 4pi carré sur GMS. Je simplifie les 4pi carré, je simplifie GG, et ça me donne en fin de compte que la masse du Soleil sur la masse de la Terre égale à T au carré fois RT au cube sur T de la Terre au carré sur R au cube. En faisant l'application numérique, on trouve RT au cube. Ça, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre du Soleil. Sur la période de la Terre, c'est 365,25 jours. Je ne vais pas la convertir en secondes, car l'unité de la période de la Terre et celle du satellite se simplifient. Donc 24 heures, c'est une journée, c'est 1. Et le rayon du satellite autour de la Terre, c'était donné 4,22 10 puissance 4 mètres. La masse du Soleil est plus grande que la masse de la Terre de 3,33 10 puissance 5. Ça fera 333 000 fois plus grande que la Terre. Passons maintenant à l'exercice 3 de cette série. Johannes Kepler, 1630-1571, c'est-à-dire il est né en 1571, il est mort en 1630, a posé les 3 lois qui permettent de décrire le mouvement des planètes et celui des satellites naturels. Le mouvement des satellites artificiels autour de la Terre, hors de l'atmosphère, est géré par les lois de Kepler. Le transfert d'un satellite artificiel terrestre S sur une orbite circulaire basse de rayon R1 vers une orbite circulaire haute de rayon R2 se fait en passant par une orbite elliptique tangente aux 2 orbites circulaires comme l'indique la figure 3. Le centre haut de la Terre constitue l'un des foyers de la trajectoire elliptique. Lorsque un satellite terrestre est lancé à partir de la Terre, il décrit autour de la Terre une trajectoire circulaire de rayon R1 appelée orbite basse de rayon R1, et pour passer à l'orbite haute, il décrit une trajectoire elliptique pour passer enfin à l'orbite de rayon R2. Le haut ici, le centre de la Terre, il est à la fois le centre du cercle de l'orbite basse et le centre du cercle de l'orbite haute. Et aussi, c'est l'un des foyers de cette ellipse. Les données de l'exercice, on a les rayons des 2 orbites R1 et R2, la constante de gravitation universelle, la masse de la Terre. Alors, on rappelle la propriété de l'ellipse du foyer O et O' et de donner grand axe A. OM plus O'M égale à 2A. Bon, c'est une propriété propre aux ellipses. Du premier foyer à un point M plus du deuxième foyer au même point M, ceci égale à 2A, c'est la longueur du grand axe, avec M un point appartenant à l'ellipse. On suppose que le satellite artificiel est ponctuel et ne soumis qu'à l'attraction de la Terre et que la Terre effectue un tour complet autour de son axe de rotation en 24 heures. On étudie le mouvement de S dans le repère géocentrique. Cet exercice spécial pour les élèves de sciences maths, mais c'est aussi un bon exercice pour les meilleurs élèves de sciences expérimentales option PC. Passons à la première question de l'exercice. En utilisant l'équation aux dimensions, déterminer la dimension de la constante G. D'abord, écrivons la loi de la gravitation universelle. Ça veut dire la force d'attraction gravitationnelle s'écrit G, la masse du satellite, la masse de la planète sur la distance qu'ils séparent leur centre. Je tire G égale à F fois R au carré sur M fois grand M. Maintenant, l'équation aux dimensions. La dimension de G égale la dimension de F fois la dimension de R au carré sur la dimension de petit m fois la dimension de grand M. L'unité de F, c'est le newton. Et une force, c'est l'équivalent d'une masse fois une longueur fois un temps moins 2. Ça, c'est la dimension de la force. Le rayon, c'est une longueur, c'est L au carré. Les deux masses, c'est M au carré. On obtient L au cube,
t-2, m-1. Donc, la dimension de G, c'est une longueur au cube fois un temps moins 2 fois une masse moins 1. Si on veut déterminer l'unité de G, ça sera mètre au cube, seconde moins 2, kilogramme moins 1. Passons à la deuxième question. On note T1 et T2, les périodes respectives de S sur l'orbite circulaire basse et l'orbite circulaire haute. Exprimez T1 en fonction de R1, R2 et T2. Calculez la valeur de T1, sachant que S est géostationnaire sur l'orbite circulaire haute. Donc la période T1, c'est la période du satellite sur l'orbite circulaire de rayon R1. Et la période T2, c'est la période du satellite sur l'orbite circulaire de rayon R2. Sachant que le satellite est géostationnaire sur l'orbite de rayon R2, ça veut dire que T2 est égal à 24 heures. On nous demande d'exprimer T1 en fonction de R1, R2 et T2. Ici, la méthode est claire. Puisqu'on nous demande T1 et R1, T2 et R2, on va utiliser la troisième loi de Kepler. Selon la troisième loi de Kepler, et pour l'orbite basse de rayon R1, j'ai T1 au carré égale K R1 au cube. De même pour l'orbite circulaire haute de rayon R2. C'est-à-dire on va écrire pour cette orbite que T2 au carré égale K R2 au cube. En divisant T1 au carré sur T2 au carré, on trouve R1 au cube sur R2 au cube. Donc on en déduit que T1 au carré sur T2 au carré égale l'expression de T1 au carré, c'est KR1 au cube sur KR2 au cube. Ça simplifie le cas. Il me reste T1 égale T2 racine de R1 au cube sur R2 au cube. Pour le calcul, on a dans l'énoncé les valeurs de R1 et R2 et T2 c'est 24 heures puisque le satellite est géostationnaire sur l'orbite circulaire haute. Comme application numérique, 24 heures c'est la valeur de T2. Je laisse R1 et R2 en kilomètres, c'est pas la peine de les convertir. Ça fera donc 1,51 heures. Donc le satellite sur l'orbite basse tourne autour de la Terre en 1h51. Passons à la troisième question. On considère le point E qui appartient au petit axe de la trajectoire elliptique défini par OE égale la valeur de OE fois le vecteur unitaire U. Et le module de U égale à 1. Donnez l'expression du vecteur accélération AS du satellite, de S c'est-à-dire, au point E en fonction de G, grand N et OE. G la constante gravitationnelle, la masse de la Terre, OE c'est une distance à partir du centre de la Terre vers le point E où se trouve le satellite. Puis calculer AS au point E. Sur cette trajectoire elliptique au point E, le satellite n'est soumis qu'à l'action de la force gravitationnelle exercée par la Terre. Donc on peut écrire que cette force égale F de la Terre sur le satellite égale moins GNTM sur R au carré fois U. Ici U, c'est un vecteur qui part du centre de la Terre vers E. C'est pour ça que F, TS et U ont des sens opposés. On va voir ça sur un schéma. Le vecteur unitaire U, c'est ça. Il est dirigé de haut vers la trajectoire. Et la force est attractive, il est dans l'autre sens. C'est pour ça que F, TS et U ont des signes opposés. N'oublions pas que R, ici, c'est la distance entre le satellite et O. C'est la valeur OE. Donc on peut écrire que R égale à OE, donc cette force va s'écrire moins G, la masse de la Terre, fois petit m, U sur OE au carré. Donc ça c'est l'expression de la force. Et selon la deuxième loi de Newton, on peut écrire que cette force-là égale à m fois AS, l'accélération du satellite. Cette force c'est moins Gm petit m OE au carré U égale à MAS. En simplifiant par M, on retrouve AS égale moins G, la masse de la Terre, OE au carré fois U. Donc ceci veut dire aussi que l'accélération elle est centripète, elle est dirigée vers le centre. Donc c'est l'expression de AS en fonction de G, la masse de la Terre et OE. G, la masse de la Terre et OE. Maintenant pour calculer le module de A égale G,
fois mt sur O au carré, le module de U. Le module U d'après l'énoncé, c'est 1, c'est un vecteur unitaire. Donc on peut écrire que le module des vecteurs accélération s'écrit AS égale G, la masse de la Terre, au E au carré, module de U. Le module de U c'est 1 et il reste cette expression. Maintenant, pour calculer ce module, il faut trouver la valeur de OE. N'oublions pas que O, c'est l'un des foyers de cette ellipse. Donc, on peut utiliser la relation spécifique aux ellipses, c'est que OE plus O'E égale à 2A, puisque le point E appartient à l'ellipse. Donc, on peut écrire OE plus O'E égale à 2A. Ici, le point E se trouve sur le petit axe de l'ellipse. Donc, puisqu'il se trouve sur le petit axe de l'ellipse, donc il est à la même distance de O que de O'. Donc, ça veut dire que OE égale à O'E. Donc, on peut écrire que le point E appartient au petit axe de la trajectoire elliptique. Il est donc situé à la même distance des deux foyers. Donc, OE égale à O'E. Puisque OE égale à O'E, donc 2 fois OE égale à 2A. J'en déduis que OE égale à A. Donc, je peux remplacer ça par petit a. Deuxième difficulté, il faut trouver la valeur de A. On sait de P jusqu'à A, c'est 2A. C'est le grand axe. Voyons sur le schéma, le O est à la fois le centre du cercle de l'orbite basse, donc de O jusqu'à P c'est R1, et O aussi le centre de l'orbite haute de rayon R2. Ça veut dire de O jusqu'à A, c'est R2. Donc je peux dire que PA qui est égal à 2A, il est égal à R1 plus R2. Donc le grand axe PA égale à 2A de l'ellipse vérifie la relation de P jusqu'à A. C'est R1 plus R2. Je peux en déduire donc petit a égale R1 plus R2 sur 2. C'est la valeur aussi de OE. Donc pour calculer AS, je vais remplacer OE par R1 plus R2 sur 2. Alors le module s'écrit 4mt sur R1 plus R2 au carré fois G. En remplaçant chaque expression par sa valeur, ça donne 0,67 mètres par seconde au carré. Donc ici, cette question, c'est une question qui fait appel aux propriétés de l'ellipse. Passons à l'exercice 4. Le but de cette partie est de déterminer la distance Terre-Lune à partir de l'étude du mouvement de la Terre autour du Soleil et du mouvement de la Lune autour de la Terre. Dans chaque cas, l'étude du mouvement se fait dans un référentiel considéré galiléen. On considère que le Soleil, la Terre et la Lune présentent une répartition de masse à symétrie sphérique. La Lune n'est soumise qu'à la force de gravitation universelle appliquée par la Terre. La Terre n'est soumise qu'à la force de gravitation universelle appliquée par le Soleil. Les données, on a la période de révolution du centre d'inertie G de la Terre autour du Soleil, ça serait grand T. Ça sera grand T, 365,25 jours. La période de révolution du centre d'inertie G' de la Lune autour de la Terre, c'est T', c'est 27,32 jours. Et on considère dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre G est assimilée à un cercle de rayon R égale 1,49 10 puissance 8 km centré sur le centre d'inertie du Soleil. Ça veut dire le rayon de la trajectoire de la Terre autour du Soleil, c'est grand R. Dans le référentiel géocentrique, la trajectoire du centre G' est assimilée à un cercle de rayon R centré sur le centre G. De même, la Lune effectue un mouvement circulaire autour de la Terre et ce cercle possède un rayon grand R et le centre de ce cercle c'est G. On note M, la masse du Soleil, petit m, la masse de la Terre et n', c'est celle de la Lune. On prend grand M sur petit m, c'est-à-dire la masse du Soleil sur la masse de la Terre, égale 3,35 10 puissance 5. C'est un exercice qui est commun aux élèves de sciences maths et aussi aux élèves de sciences expérimentales, option PC. Passons à la première question. Définir le référentiel géocentrique. Ceci fait appel à la première leçon de la mécanique, les lois de Newton. Donc, le référentiel géocentrique est un solide imaginaire auquel on associe un repère dont l'origine est au centre de la Terre et ces trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines. N'oublions pas qu'un référentiel, c'est un objet solide
indéformable. Donc ici, on dit que c'est un solide imaginaire auquel on associe un repère dont l'origine est au centre de la Terre. Si on nous dit le référentiel héliocentrique, c'est aussi un solide imaginaire auquel on associe un repère dont l'origine est au centre du Soleil. Donc ça, c'est la définition du référentiel géocentrique que vous devez avoir dans votre cours. Deuxième question. Choisir la proposition juste parmi les affirmations suivantes. La constante de gravitation universelle s'exprime en mètres fois seconde à la puissance 4. Le vecteur accélération du centre G de la Terre est tangent à son orbite circulaire autour du Soleil. Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération a une direction constante. La vitesse du mouvement circulaire uniforme d'une planète autour du Soleil ne dépend pas de la masse de la planète. Pour répondre à cette question, on doit prendre chaque proposition et voir sa justesse. Est-ce qu'elle est juste ou bien elle est fausse? Et une fois la proposition juste trouvée, on ne note que cette proposition, sans donner de justification, puisque ce n'est pas demandé, et sans donner la raison pour laquelle les trois autres ne sont pas justes. Alors commençons par ce que vous devez écrire sur votre brouillon. La proposition A, G n'est pas en mètres secondes à la puissance 4. Elle est en mètres cubes, seconde moins 2, kg moins 1. Il suffit d'écrire l'expression de la force et voir l'unité de G. Donc la proposition A n'est pas juste. La proposition B, le vecteur accélération du centre G de la Terre est centripète, puisque la Terre a un mouvement circulaire uniforme autour du Soleil. Et chaque mouvement circulaire uniforme, son accélération, il est centripète et non tangentiel. Donc B aussi, elle est fausse. La proposition C, le vecteur accélération dans un mouvement circulaire uniforme, il est dirigé vers le centre. Et lorsque le satellite se déplace sur sa trajectoire, le vecteur accélération change de direction et de sens. Donc il n'est pas constant. Il reste la quatrième proposition D. C'est la proposition juste. Donc sur notre copie, on n'écrit que D. La proposition juste est D. Et pour vérifier ça sur le brouillon, il suffit de trouver la vitesse du mouvement du satellite autour d'une planète. Et dans le cours, on a dit que la vitesse du satellite ou bien de la planète ne dépend pas de la masse de l'objet qui est en mouvement. Elle dépend de l'astre central. Troisième question. Donnez l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre dans la base de Freinet UN. C'est une question directe du cours. L'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre dans la base de Freinet UN s'écrit, on va écrire F exercé par le Soleil sur la Terre égale G, la masse de la Terre, la masse du Soleil, sur le rayon de la trajectoire de la Terre autour du Soleil, grand R, fois N, le vecteur normal. Cette force elle est centripète, donc elle est portée par N. Quatrième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montre que le mouvement du centre d'inertie G de la Terre autour du Soleil est circulaire uniforme. On a ici la trajectoire de la Terre autour du Soleil. La force elle est centripète dirigée vers le centre. Ça c'est le vecteur unitaire U, ça c'est le vecteur unitaire N. On applique la deuxième loi de Newton à la Terre dans un référentiel héliocentrique considéré galiléen. On sait que la Terre n'est soumise qu'à la force exercée par le Soleil F. Donc je peux écrire que la somme des forces est égale à MA et cette somme des forces c'est F. En remplaçant F par son expression, on trouve G grand N petit m sur R au carré N égale M à G. On va maintenant projeter F sur U. La projection de F sur U veut dire aussi la projection de A sur U. Donc F tangentiel égale à M A tangentiel. Et la projection de F sur U égale à 0. Donc par projection sur U, 0 égale à M A tangentiel. Donc l'accélération tangentielle est nulle. Donc la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Maintenant, on va projeter F sur le vecteur petit n. La projection de F sur n, c'est F égale à M à n.
Donc F égale à M à N. Le module de F, c'est G, grand M, petit m sur R au carré, égale M, A normal. A normal, c'est V au carré sur R. J'en déduis que le rayon de la trajectoire est une constante. G est une constante, la masse du Soleil est une constante, la vitesse, je viens de montrer qu'elle est constante, donc le rayon de la trajectoire est constante, c'est une trajectoire circulaire. En rassemblant les deux résultats, on en déduit que le mouvement de la Terre autour du Soleil est un mouvement circulaire uniforme. Question 5. Établir la relation traduisant la troisième loi de Kepler relative au mouvement du centre d'inertie G de la Terre autour du Soleil. Je vais commencer par trouver l'expression de la vitesse de la Terre autour du Soleil. On a déjà R égale Gm sur V au carré, donc V égale Gm sur R. Et d'autre part, je sais que l'expression de la période du mouvement circulaire uniforme s'écrit T égale 2pi sur oméga, et je remplace oméga par V sur R, je trouve 2pi R sur V. Je vais remplacer V par son expression, racine de Gm sur R. En faisant rentrer R à l'intérieur, ça donne R au cube sur Gm. La troisième loi de Kepler est déduite à partir de cette relation. C'est T au carré égale 4pi au carré R au cube sur Gm. Je divise T au carré sur R au cube, je trouve une constante, c'est la troisième loi de Kepler. Donc la période de la Terre autour du Soleil sur le rayon de la trajectoire de la Terre égale à une constante qui dépend de la masse du Soleil. Donc chaque fois qu'on nous demande d'établir la troisième loi, on détermine d'abord l'expression de la vitesse, puis l'expression de la période, LV au carré, et diviser T au carré sur R au cube pour trouver la constante, c'est la troisième loi de Kepler. Passons à la sixième question. Trouver l'expression de rayon R en fonction de petit m, grand M, T' et R. Calculer sa valeur. Le rayon petit r, c'est le rayon de la trajectoire circulaire de la Lune autour de la Terre. On doit donner sa valeur en fonction de la masse de la Terre, la masse du Soleil, la période de la Lune et le rayon de la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Je rappelle la troisième loi de Kepler, trouvée tout à l'heure. T au carré sur R au cube égale 4pi carré sur Gm. Pour le mouvement de la Lune autour de la Terre, ça sera donc T' au carré sur R au cube égale 4pi au carré sur G fois la masse de la Terre, puisque la Lune tourne autour de la Terre. Donc on va dire pour le mouvement de la Lune autour de la Terre, on peut écrire T' au carré sur R au cube égale 4pi au carré sur G. C'est la même expression en changeant la période de la Terre par celle de la Lune, le rayon de la trajectoire terrestre par le rayon de la trajectoire lunaire et la masse du Soleil par la masse de la Terre. Je trouve donc que T' au carré sur R au cube fois petit m égale à 4pi carré fois G. Vous voyez bien que j'essaie de dégager cette constante qui est commune aux deux relations. Donc T au carré sur R au cube fois la masse du Soleil est égal aussi à 4pi au carré sur G. Donc T au carré R au cube m égale 4pi carré sur G, de même pour l'autre égale à G. Donc cette expression égale à celle-là. Je peux déduire donc R au cube égale à R au cube fois T' au carré fois m sur grand M sur T au carré. En faisant la racine cubique, on trouve que R égale R racine cubique de T' au carré sur T au carré fois petit m sur grand M. On a toutes les valeurs dans l'énoncé de l'exercice. Il suffit de faire une application numérique. Le R, c'est 1,49 puissance 8. Le T' et le T sont donnés en jours, c'est pas la peine de les convertir en secondes. La masse de la Terre sur la masse du Soleil. Dans l'énoncé, on avait la masse du Soleil sur la masse de la Terre égale à 3,35 10 puissance 5. Puisque c'est l'inverse, c'est 1 sur cette valeur. Ça donne donc 3,81 10 puissance 5 km. Donc la distance qui sépare le centre de la Terre au centre de la Lune, c'est 3,81 10 puissance 5 km. Passons au dernier exercice de cette série, l'exercice 5. Le but de cette partie est de déterminer la masse de la Terre par deux méthodes
Les données de l'exercice, l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre G0, la constante de gravitation universelle grand G, on prendra dans les calculs P au carré égale à 10, on considère que la Terre est sphérique de centre O de rayon RT, de masse MT, ayant une répartition de masse sphérique. On considère que le satellite artificiel n'est soumis qu'à la force d'attraction universelle exercée par la Terre. Cet exercice est commun aux élèves de sciences maths et aussi aux élèves de sciences expérimentales option PC. Première question. En identifiant poids et force d'attraction universelle au niveau du sol, trouvez l'expression de l'intensité de pesanteur G0 à la surface de la Terre en fonction de la masse de la Terre, le rayon de la Terre et G. En identifiant, ça veut dire en posant le poids à la surface de la Terre égale à la force d'attraction gravitationnelle à la surface de la Terre. Ça veut dire que la force d'attraction universelle au niveau du sol, F égale G mt petit m sur le rayon de la Terre au carré, c'est la force exercée par la Terre sur un objet de masse petit m. À la surface de la Terre, donc la distance entre cet objet et le centre de la Terre, c'est R. Le poids de ce solide au niveau du sol s'écrit P égale à mg0. P0 égale mg0. En identifiant le poids et FTS, c'est-à-dire en faisant l'égalité entre P0 et FTS, on trouve G0, c'est-à-dire ceci égale à G mt sur T au carré en simplifiant par M. C'est l'expression de G0 en fonction de G, la masse de la Terre et le rayon de la Terre. Deuxième question, calculer la masse de la Terre. Dans l'énoncé de l'exercice, on a la valeur de G, la valeur de RT, la valeur de G0, on détermine MT. Donc d'après la relation G0 égale GMT sur T au carré, j'en déduis que la masse de la Terre c'est G0 R au carré sur G. Comme application numérique, on trouve 6 10 puissance 24 kg. En remplaçant ça par 9,8, 6400 km, il faut la convertir en mètres, et G667 10-11. Passons à la deuxième question de cet exercice. Dans le référentiel géocentrique considéré galiléen, un satellite artificiel S décrit une orbite circulaire autour de la Terre avec une période de révolution 98 minutes. Le satellite se trouve à une altitude H, 647 km de la surface de la Terre. Première question, établir la relation traduisant la troisième loi de Kepler relative au mouvement du centre d'inertie de S. Cette question est semblable à celle de l'exercice précédent. Pour établir la relation traduisant la troisième loi de Kepler, je dois d'abord trouver l'expression de la vitesse, et puis l'expression de la période, et déduire la troisième loi de Kepler. Pour trouver l'expression de la vitesse, on va appliquer la deuxième loi de Newton au satellite dans un référentiel géocentrique considéré comme galiléen. Ça veut dire que la somme des forces égale la masse du satellite fois l'accélération du satellite. Le satellite n'est soumis qu'à l'action de la force gravitationnelle exercée par la Terre, d'après l'énoncé d'exercice. Donc ça sera F de la Terre sur le satellite, qui est égal à ms fois as. La force exercée par la Terre sur le satellite est centripète, dirigée vers le centre. Et c'est son expression. Ici, c'est petit r au carré. Petit r, c'est le rayon de la trajectoire à partir du centre de la Terre jusqu'au satellite. Puisque le satellite est à l'altitude petit h, donc le rayon de sa trajectoire, c'est à partir du centre de la Terre, c'est le rayon de la Terre plus h. C'est rt plus h. Donc, on obtient que l'accélération égale à g mt sur rt plus h au carré, puisqu'on va simplifier par la masse du satellite. On constate ici que l'accélération, elle est normale. Donc, on peut dire que par projection sur la normale n orientée vers le centre de la Terre, on va trouver que a égale a normale, c'est gmt sur rt plus h, et a normale, c'est v au carré sur r. En simplifiant par rt plus h, on trouve que Vs au carré, c'est Gmt sur Rt plus H. Donc, on connaît maintenant l'expression de la vitesse. Puisque le mouvement est circulaire uniforme, donc il possède une période.
c'est le temps que met le satellite pour faire un tour. C'est T égale à 2pi sur oméga, et je remplace oméga par V sur le rayon de la trajectoire. Dans les exercices précédents, on avait RT plus H est égal à petit r. Je vais élever TS au carré. Ça donne donc T au carré égale 4pi au carré, R plus H au carré sur VS au carré. Je vais remplacer VS au carré par cette expression. Donc en remplaçant la vitesse par son expression, on obtient T au carré égale 4pi carré, RT plus H au carré sur cette expression au carré, c'est l'inverse de ça. Donc T au carré égale 4pi au carré sur GMT fois RT plus H au cube. Ceci c'est une constante, donc c'est écrit KR au cube. Donc la troisième loi de Kepler, elle est établie, c'est T au carré égale KR au cube. R au cube ici, c'est RT plus H. La dernière question de cet exercice, on déduire MT la masse de la Terre et la comparer à celle trouvée à la question 1-2. Dans la question 1-2, on avait déduit la masse de la Terre par l'expression de G0. Maintenant, on va déterminer la masse de la Terre par la relation précédente. Je vais tirer la masse de la Terre à partir de cette relation et on trouve la masse de la Terre égale 4pi au carré fois RT plus H au cube sur G fois TS au carré. En remplaçant chaque grandeur par sa valeur numérique, on trouve une valeur proche de 6 10 puissance 24. Donc on a trouvé la masse de la Terre par deux méthodes. La première méthode, c'est en identifiant le poids à la force de gravitation à la surface de la Terre. La deuxième méthode, c'est en utilisant la troisième loi de Kepler. Donc on peut conclure, on trouve le même résultat que la question 1-2. C'est la fin de la série numéro 14 sur le mouvement des satellites et des planètes. Merci de votre attention et à la prochaine séance d'exercice.